théocratie s'est installée. On oublie toujours de préciser qu'il y avait une guerre et que l'Iran était en guerre et que lorsque la France a fait sa révolution et que la patrie était en danger, on a proclamé la terreur. La France n'était pas un pays musulman. Donc le fait d'instaurer une dictature dans un pays qui a fait une révolution a plus et plus en lien avec le sentiment de menace extérieure sur un pays qu'avec la nature musulmane ou chrétienne d'un pays. Richard Labézière. Je crois qu'il me semble qu'on ne peut être que d'accord aujourd'hui autour de cette table et au-delà qu'on ne peut que se réjouir du réveil des peuples, des sociétés civiles, de ces ajustements 68 arts dont on parlait. Il y a quelque chose de nouveau. Non, c'est indéniable. Mais pourquoi et il faut 68 arts non, je dis c'est des ajustements. Non, mais c'est une image rapide. C'est pour faire court. C'est un puissant mouvement social qui effectivement est intifada. C'est très important. Alors expliquez-nous pourquoi Richard Labézière, parce que vous connaissez très bien le cas syrien, je crois que vous avez vécu en Syrie. Qui n'est pas le seul facteur. Je termine juste cette idée. Qui n'est pas le seul facteur, parce que et c'est là où je reviens sur la pertinence d'avoir choisi le discours de 2005 de George Bush, parce qu'indépendamment du discours du Caire, que ça nous plaise ou non, eh bien, l'agenda et les réalités géopolitiques du choix de l'hyperpuissance américaine, même si les Américains ne sont pas le grand mamamouchi qui manipule tout, eh bien, l'agenda stratégique du discours de Bush de 2005 est aujourd'hui le même aujourd'hui de l'administration Obama, indépendamment du discours du Caire. L'obsession américano-israélienne reste l'Iran, l'axe du mal reste en place et les priorités stratégiques américaines restent identiques. Voilà, c'est ça, si vous voulez, l'effet de diffraction. Alors, bien sûr, les peuples sur place modifient la donne dans leur pays de manière séquencée et on est dans des phases transitoires. N'empêche qu'on voit que, et je pense que Pascal Boniface ne me contredira pas, l'agenda et les priorités stratégiques n'ont pas changé. Où il y a vraiment une politique. Il y a une continuité. Ça, c'est une dimension. Elle est essentielle et la continuité sur le plan stratégique et énergétique, elle est pas la dimension nationale de ces révolutions. C'est dialectique. Et la réalité, c'est que les Israéliens ont été les premiers à comprendre quel séisme. Et jusqu'à la veille de la chute du régime de Moubarak, ils ont tout fait pour demander aux Américains de ne pas soutenir les jeunes qui demandaient la chute du régime. Je vous rappelle autre chose. Au début de toutes ces révoltes, ils ne demandaient pas la chute, ni de Bachar al-Assad, ni de Moubarak, ni même de Ben Ali. Ils demandaient des réformes. C'est la réponse répressive, criminelle, sanguinaire des polices et des armées qui ont fait que le mouvement s'est radicalisé. C'est la preuve que ce n'est pas un truc organisé par les Américains ou les Soviétiques. C'est quelque chose qui est venu de la société elle-même, qui est dû à l'évolution historique dont a parlé Pascal, qui est la mondialisation et l'ouverture. D'ailleurs, ce n'est pas hasard si elle s'est exprimée aussi à travers des formes tellement modernes de communication, parce que nous faisons partie d'une évolution historique qui va vers la modernité. Ils veulent tout simplement être des citoyens modernes et de regarder leur sophistication. Leurs revendications sont très spécifiques sur quels sont les éléments pour construire la démocratie. La Constitution, ils savaient exactement quels articles voulaient changer, quelle loi électorale ils veulent. C'est pour ça que les assemblées constituantes vont écrire de nouvelles constitutions. Et dans ma génération, à moi, et je suis malheureusement vieille, c'était des discours idéologiques. Ce n'est plus un discours idéologique, ce sont des revendications citoyennes, constitutionnelles, modernes, de pratiques politiques citoyennes de ces sociétés. Et moi, je pense que c'est un signe sur, pour la première fois, une entrée dans la modernité arabe de cette génération qui a manifesté et qui était beaucoup plus laïque que le résultat des élections. Vous avez raison de le souligner, parce que autant les mouvements étaient laïques, on les a vus, autant les partis organisés reviennent au mouvement islamiste, parce que c'était le seul lieu qui n'était pas censuré et réprimé par les régimes qui ont sauté. Dominique Vidal. Je voudrais poser une question aux téléspectateurs. Imaginez qu'on prenne le PPE espagnol, le parti de droite espagnol, catholique, s'il en est. Vous prenez le parti de M. Bayrou, héritier de la démocratie chrétienne française, du MRP quelque part. Vous prenez la CDU d'Allemagne, vous prenez le parti des frères Kaczynski, enfin il n'y en a plus qu'un en Pologne, et vous appelez ça christianiste. Non, il y a quelque part, dans cette utilisation, en France en particulier, du mot islam ou islamiste, quelque chose qui est une escroquerie intellectuelle. Nous parlons de mouvements très divers, qu'on ne peut pas comparer point à point les uns aux autres, qui ont en commun la référence à l'islam, mais dans des pays où la majorité de la religion, de la culture et de la tradition est musulmane. Donc c'est normal qu'ils n'aillent pas chercher dans le bouddhisme.
Mais au-delà, vous avez des phénomènes politiques comme dans n'importe quelle région du monde. Donc, mais Dominique Vidal, est-ce qu'il ne sera pas, juste sur ce point, c'est très important, est-ce qu'il ne sera pas plus facile, après cette description que vous faites, de dire finalement, il y a 2 ou 3 blocs politique aujourd'hui, le bloc musulman islamiste, même si la manière de le qualifier peut être un petit peu superficielle. Ça existait auparavant. C'est que le monde est pluriel, effectivement. Je ne crois pas. Non, il sera plus pluriel, parce que ça sera des blocs. Il y aura le bloc des pays musulmans avec des gouvernements islamistes dans la vision géostratégique globale. Les groupes salafistes marocains, dont ceux qui ont, paraît-il, à vérifier, organisé les attentats de Casablanca. Je répète, à vérifier. Parce que comme par hasard, ils sont morts sous la torture, on ne saura jamais qui avait fait quoi. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun avec le PJD, ou avec M. Erdogan, ou avec Al-Qaïda, ou avec Tariq Ramadan? Vous êtes là dans une espèce de flou artistique qui camoufle. Vous avez le discours, pour le citer, d'Antoine Sfer, qui justifiait la politique de Ben Ali et le maintien de Ben Ali au pouvoir au nom de la lutte contre l'islamisme, et qui maintenant dit « attention, islamisme ». Excusez-moi, d'abord que chacun balaye devant sa porte et devant ce qu'il a dit pendant des années. Que ces dictateurs luttaient contre un certain islamisme. Donc, je veux dire, soyons sérieux, ce sont des pays musulmans de religion, de tradition et de culture. C'est normal que l'islam joue un rôle, mais regardons de près de quoi nous parlons. C'est normal qu'un jeune Tunisien, un jeune Marocain ou un jeune Égyptien considère que dans leur diversité, ces forces-là ont été victimes de la répression, sont des forces estimées à tort ou à raison moins corrompues et votent pour elles. Avec une politique sociale à l'égard des plus pauvres, ça veut dire que ces partis politiques qui se réclament de l'islam ont eu des programmes d'aide aux citoyens, là où l'État avait complètement enlevé tout le secteur public. Il y a d'autres parties de leur programme qui peuvent être aussi Là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec Dominique Vidal. Il faut spécifier chaque fois les acteurs politiques selon les scènes nationales. Parce que si au Maroc, effectivement, les salafistes n'ont certainement pas grand-chose à voir avec le PJD, dans d'autres pays, par exemple, il y a des contacts ou des filiations entre les frères musulmans, les gamins islamiens ou les salafistes en Égypte et autres, etc. Bon, il faut spécifier les acteurs. Il faut voir que les frères musulmans ne sont pas les mêmes en Tunisie, au Maroc, mais une fois qu'on a dit qu'ils étaient très différents, ça n'empêche pas que de l'extérieur, on voit une région qui peut... Regardons de l'intérieur, parce que moi je vais vous dire, pour moi, on est à l'extérieur ici en France. Mais moi je suis à l'intérieur. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'extérieur, pour une fois, on voit et on écoute ce que les gens de l'intérieur disent. Ce n'est plus une question maintenant uniquement de voir comment ça se voit de l'extérieur. Il y a une population au sud de la Méditerranée qui interpelle le monde et en premier lieu le nord de la Méditerranée. Et je pense que cette voix nouvelle, elle mérite d'être écoutée dans son authenticité. Qu'on ne fasse pas de nouveau les 10 années où on a eu un discours qui est venu des États-Unis, qu'on a plaqué sur la situation dans notre région. Et je pense qu'il faut les écouter dans ce qu'ils disent et pas à travers des lunettes de frayeur et de peur. J'ai l'impression que votre crainte est un peu qu'une fois que ces peuples seront eux-mêmes, il y aura une confrontation entre les uns et les autres. Disons qu'on peut dire que les Tunisiens, les Égyptiens se ressemblent plus à eux-mêmes que du temps de Moubarak et de Ben Ali, ils les expriment plus. Est-ce que pour autant les Asiatiques sont confucianistes dans leur majorité? Ce n'est pas pour autant que nous avons des visions confrontatives avec eux. Les peuples sont ce qu'ils sont, ils ont chacun sa culture, son histoire, ses origines. Ce n'est pas forcément la source d'une confrontation. Et au contraire, ça peut être une source d'enrichissement. Nos sociétés d'identité et nos sociétés sont de plus en plus plurielles, avec des allers-retours. Vous avez des gens du Maghreb qui s'établissent en France, des gens de France qui s'établissent au Maghreb. Donc, le fait que les gens soient eux-mêmes n'est pas, par définition, une source d'hostilité à partir du moment où il y a le respect de chacun, ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas auparavant. Mais à partir du moment où vous respectez l'identité de l'autre, il n'y a aucune raison que des identités différentes soient confrontatives. Alors, respect, c'est un mot que semblent avoir oublié certains dirigeants de la région, notamment le président syrien ou le président yéménite. Retour sur des événements dans ces deux pays. Regardez. Hormis Moscou qui cherche encore à sauver la mise au régime syrien, les taux des pressions internationales se resserrent autour du pouvoir de Bachar el-Assad. Après l'annonce des sanctions de la Ligue arabe, qualifiée de déclaration de guerre économique par le ministre syrien des Affaires étrangères,
c'est l'ONU qui revient à la charge. Le rapport de sa commission d'enquête internationale rendu public lundi à Genève accuse ouvertement le régime de crimes contre l'humanité. Une situation qui a poussé les ambassadeurs allemands et américains à l'ONU à relancer les discussions au Conseil de sécurité. Il devient de plus en plus clair, même pour ceux qui voudraient le nier, que le régime d'Assad a participé à des atrocités scandaleuses et désormais prouvées. Après 33 ans de règne et 10 mois de répression sanglante, le président yéménite se dit prêt à lâcher le pouvoir. Il accepte de se retirer en échange de l'immunité pour lui et ses proches. Selon l'accord signé à Riyad, sous la pression des monarchies du Golfe, Ali Abdallah Saleh a 30 jours pour transférer le pouvoir à son vice-président, qui devra former un gouvernement d'union nationale avec l'opposition. Cette transition devra aboutir à une nouvelle constitution et à des élections. Mais les jeunes contestataires qui campent depuis 9 mois à Sanaa rejettent cet accord. Ils parlent de trahison de l'opposition et demandent le procès du dictateur. Après les dizaines de morts et les milliers de jeunes engagés dans cette révolution, nous sommes contre cet accord. Nous voulons le départ de Saleh et son procès. Des manifestations hostiles dans la capitale yéménite ont salué cette annonce. Des heurts violentes ont encore fait 5 morts jeudi parmi les manifestants. Craignant l'instabilité de son voisin, l'Arabie saoudite a pris une part active dans cet accord. Riyad redoute un effondrement du Yémen qui pourrait profiter aux influents groupes d'activistes liés à Al-Qaïda. Richard Labavière, vous faisiez référence avec Dominique Vidal à 68, vous dites des mouvements sociaux qui se soulèvent, mais la répression sanglante, qualification de crime contre l'humanité par l'ONU, qu'est-ce que... Là, il est clair que ce rapport est tout à fait accablant pour le régime syrien. Personne ne va dire le contraire. Il faut simplement rappeler, on l'a dit en début d'émission, les situations sont différentes d'un pays à l'autre, et si vous prenez... Et si on essaie de comprendre, ça ne veut pas dire de justifier, si vous prenez aujourd'hui l'ensemble, syrien, libanais, irakien, on est dans une mosaïque confessionnelle qui, on peut dire, pour faire court là aussi, on est dans les Balkans du Proche-Orient. On est dans une dimension multiconfessionnelle de mosaïque. Bon. Dans ce là, c'est pas le multiconfessionnalisme qui entraîne les morts. Je termine l'idée, c'est que dans ce qui s'est passé notamment en Syrie, il y a eu cette première étape, ce phasage de mouvement social très puissant, aspirant à plus de liberté civile et politique, qui ensuite s'est transformé. Et moi, je vais en Syrie depuis 30 ans, vous le savez, en Syrie, c'est un pays où il n'y avait pas d'armes, il y avait des armes de chasse, etc. Dans une deuxième séquence, alors avant de parler des responsabilités, on a vu des armes entrer par la Turquie, par le Liban, par l'Irak, par la Jordanie. Ça, c'est l'argument qui est totalement utilisé par le régime en place. C'est celui du complot que vous avez répété tout à l'heure. Il y a des manipulations internes en Syrie qui font que finalement, ce n'est pas le pouvoir qui commet les exactions. On a des éléments factuels qui montrent qu'il y a des armes qui entrent, il y a une armée syrienne libre qui est puissamment armée, il y a des groupes qui sont rentrés, des groupes salafistes et autres. Donc on est passé dans un deuxième moment de ce qui se passe en Syrie. Donc vous dites en substance qu'il n'y a pas une volonté du peuple de mettre fin au pouvoir de Bachar el-Assad. Non, mais au départ, non, ça a été dit. Au départ, il y avait une grande aspiration à plus de liberté civile et politique. Le régime bassiste a réagi de manière très autoritaire et très violente. Et ça a effectivement provoqué ce durcissement auquel on assiste maintenant, où on commence à parler d'une fabrique, d'une certaine libanisation. Alors, effectivement, le régime porte sa part de responsabilité, pas seulement le régime, mais l'aspect confessionnel, les voisins et les puissances internationales qui ont des intérêts dans ce processus. C'est un processus composite et complexe. Voyez. Dominique Vidal, sur le cas syrien. Écoutez, je vais vous dire franchement, les défenseurs, je ne dis pas que Richard Labavière en soit du régime de Bachar, ont utilisé tous les arguments successifs. C'était un grand pouvoir anti-impérialiste, il fallait l'excuser. L'anti-impérialisme fait une belle jambe aux 4000 morts et aux 50 000 arrêtés et torturés. Non. Il y a une multiconfessionnalité, c'est vrai, et le pouvoir alawite, historiquement, est le protecteur. Mais écoutez, quand on tire comme on tire, on ne fait pas la différence. Et moi, je crois que c'est un argument que le régime utilise, mais on ne peut pas justifier. Aucun argument ne vaut de justifier ce qui se passe là-bas. C'est une tragédie pour l'ensemble de la région, mais d'abord pour les Syriens. Et moi qui ai aussi mon âge, je suis rempli d'admiration pour l'héroïsme de ces jeunes Syriens qui repartent et repartent et repartent jusqu'au jour où ils auront la peau de ce régime dont au début, ils ne posaient pas la question. Mais la répression a été tellement barbare que le régime lui-même s'est
mis hors jeu. Le régime lui-même s'est condamné. Tout régime en difficulté dit que c'est à cause de l'extérieur. Ben Ali disait qu'il y avait un complot extérieur contre lui. Et là, les faits parlent. Bachar el-Assad parle de réforme, il fait la répression. Il fait le massacre qui a été annoncé par d'autres, lui il le fait. 4000 morts au bas mot. Et puis des tortures insupportables. Et comme il commet l'erreur de ne répondre que par la répression, il tombera à terme. Aujourd'hui, vu ce qu'est la société, les sociétés, un régime qui ne répond que par la répression est condamné. Le terme, je ne le connais pas. Est-ce que c'est des semaines ou des mois? Mais il ne pourra pas survivre, sauf à changer complètement. Et je crois qu'il est trop tard. Bachar el-Assad n'a pas compris que la société avait profondément changé, parce que certainement, après, on devient prisonnier de sa propre propagande. Il devait croire qu'il représentait un point d'équilibre accepté par les voisins, accepté par Israël, par l'Iran, accepté aussi par une partie de l'opposition, parce qu'il se disait qu'il peut maintenir l'unité du pays. Tout ceci a volé en éclats. Il faut qu'il parte. Le plus tôt sera le mieux. Et sans intervention extérieure? Oui, en tous les cas, là-dessus, c'est pas nous de le dire. La population, excusez-moi, je voudrais quand même m'exprimer sur le sujet. La population syrienne, le réseau des associations de coordination des jeunes qui se révoltent a été très clair. Elle a premièrement maintenu la résistance pacifique jusqu'à aujourd'hui. Les armes qui viennent, je ne suis pas sûre qu'elles viennent de l'extérieur, parce qu'il y a des désertions importantes en centaines de soldats israéliens et d'officiers qui font défection et qui gardent leurs armes. Mais ils sont très clairs sur le fait, le Conseil syrien de l'opposition est très clair, qu'il ne veut pas d'intervention militaire extérieure, ni arabe, ni étrangère. C'est pas si clair que ça, Léla. Non, c'est très clair. Moi, j'ai rencontré les dirigeants du Conseil syrien dans tous leurs messages aux Européens, aux différents pays qu'ils traitent. La Ligue arabe, avec les membres de la Ligue arabe qui ont voté en faveur des sanctions décidées, ne cherche pas à faire une intervention militaire. Au contraire, celle de la Libye, d'ailleurs, a suscité pas mal de discussions légitimes. Mais je dirais que la Syrie ne peut pas être complètement à l'extérieur de ce mouvement. Je répète, la Palestine non plus, d'ailleurs, on n'en parle pas là, mais j'aimerais en parler. C'est le même courant de la même société civile arabe qui va de la Mauritanie jusqu'en Irak, dans les pays où les citoyens sont descendus et dans les pays où les citoyens vont encore descendre. Encore une fois, je crois que ce qui fait la grande différence entre Bachar al-Assad, Ben Ali et Moubarak, c'est la dimension confessionnelle. Et je crois qu'il faut le répéter, ça, parce que Bachar al-Assad... Ce qui les unit, en tout cas, c'est la dimension répressive. Oui, d'accord, mais quand même, moi j'ai entendu, de mes oreilles entendu, à la sortie des mosquées de Damas ou d'autres villes syriennes, un slogan majoritairement qui disait « Les Alaouites dans la tombe, les chrétiens à Beyrouth ». Cette dimension existe. Au pouvoir. Mais parce que tu sais très bien pourquoi. Parce que le pouvoir est associé aux Alaouites, c'est tout. Bien sûr. Alors, un mot, parce que je voudrais qu'on passe... J'en termine juste sur cet aspect-là, c'est qu'il est clair que maintenant, la question se pose, c'est de trouver une solution syrienne. Et dans l'opposition syrienne, ça n'est pas si clair. Il y a un très grand clivage entre l'opposition de l'intérieur. Moi, mon vieil ami Michel Quillot, que je connais depuis 20 ans, lui appelle à regrouper la société civile, la jeunesse, la société traditionnelle pour trouver une solution. Il faut peut-être arrêter de les tuer. Le Conseil national syrien, mené par aussi un de mes vieux copains, Ralioun, prof à la Sorbonne, mais qui lui fait appel au financement du Qatar et fait appel et sollicite une intervention de l'OTAN et une intervention militaire. Certains de ses membres, mais bien sûr que c'est. Parce que je l'ai rencontré à Borhar Ralioun et je sais ce qu'il dit. Non seulement à moi, mais aux autorités. Non, mais ce n'est pas vrai, on ne peut pas laisser dire. Le Conseil syrien demande l'intervention de l'OTAN. Le Conseil national syrien, certains de ses membres. Basma Kodmani l'a encore dit il y a 2 jours. Dans le but d'arrêter des massacres, c'est possible qu'il y ait ce type de demande. Faire une polémique et nous n'avons pas à choisir entre quelle opposition et quelle opposition. Ce n'est pas notre affaire. Non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Moi, en tant que citoyenne arabe, je dis que c'est aux Syriens et à l'opposition syrienne de trouver leur programme politique. C'est ni à vous, ni à moi, ni à vous non plus. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut voir de l'intérieur. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut mentionner un tel a dit, un tel a dit? C'est une lecture. Non, c'est ce que fait Richard. Nous sommes en train de parler d'une situation historique, d'une région entière, où on a une société civile qui s'affirme. Là où il y a bien sûr une politique confessionnelle assumée par le régime syrien. C'est le régime syrien qui a fait en sorte que toute la direction politique, militaire, sécuritaire est alaouite, c'est un fait. Et elle date depuis le père de Bachar el-Assad. Ça ne veut pas dire que la révolte qui se fait,
elle a des raisons confessionnelles, elle a des raisons sociales, économiques, politiques, citoyennes. Et malheureusement, on ne peut pas éviter que lorsqu'il y a déjà cette structure confessionnelle du régime, elle prenne cet aspect-là. Ce n'est pas une raison pour d'ailleurs la séparer complètement de ce qui se passe dans le reste des sociétés civiles arabes. Dominique Vidal. On a parlé du sort des pays où le dictateur est tombé et de la bataille politique qui s'y mène. On a parlé du sort des pays où le dictateur n'est pas tombé, on vient de parler de la Syrie. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi des effets internationaux de cette vague dans le monde arabe. Et voilà, je voulais dire... La question centrale, c'est pour ça que j'ai choisi juste un instant, Dominique, parce que pour le déroulement de l'émission, ce qui est mentionné, y compris dans ce discours de George Bush qu'on a montré en début de programme, c'est que le but ultime de la démocratisation, c'est la paix au Moyen-Orient et le règlement du conflit israélo-palestinien. Ce que je constate, et je voulais le dire parce que ça me paraît important à ce stade de l'émission, c'est que d'ores et déjà, nous avons deux effets majeurs de tout ce qui s'est passé sur le conflit israélo-palestinien. Le premier, c'est le processus, l'accélération du processus de rapprochement entre le Fatah et le Hamas, dans lequel les jeunes ne sont pas pour rien, parce que je crois que dans les appareils des deux côtés, non, pas les appareils, il y a eu des manifestations on redoute que les jeunes disent, excusez-moi pour aller vite, dégage Abbas, dégage Hamas, le désir d'unité. Les Palestiniens, le 15 mars 2011, sont descendus dans la rue à Gaza et en Cisjordanie et ont dit... Le peuple veut mettre fin à la division. C'était la revendication de la société civile palestinienne dans son propre printemps. Parce que, comme on a dit, chaque pays a une spécificité. Le mouvement de l'intifada palestinienne de cette révolution du printemps arabe, elle veut la réconciliation et les dirigeants ont été obligés de répondre. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre